Messieurs et dames, bien bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Notre invité ce soir, Thierry Létang, chef de projet culturel et scientifique du Mémorial Act. Bonsoir Thierry Létang. Alors le Mémorial Act va accueillir dans 2 jours une nouvelle exposition temporaire, ça s'appelle D'Arboussier au cœur des migrations. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Bien parce que le mémorial est situé même sur le site de l'ancienne usine d'Arboussier. Donc on commence par soi-même en réalité. Et on déborde un peu sur les migrations, c'est-à-dire toute cette période qui est celle des années 1869-70, qui en même temps vont être la grande période des migrations, de ces immigrants qui vont sortir du monde entier pour arriver en Guadeloupe et particulièrement à D'Arboussier. On en parlera bien sûr dans quelques minutes dans ce journal, mais tout de suite, voici les titres qui seront développés dans notre édition du 28 octobre. Pour l'école Les Mangles au Canal, ils font une station d'épuration qui a filtré de l'eau là avec zèbre et pied-bois. C'est la première fois ça qu'a fait de Guadeloupe. Business assis Internet qui a développé Guadeloupe, mais les petits commerçants pas d'accord avec ça. La Solidaire, c'est non en course à bateau après-demain, il a ouvert portail pour les handicapés. Ces journées à langue créole, assis à Alizé aussi, mi-journal à Aurélie Rose. Et le créole donc plus que jamais mis à l'honneur aujourd'hui en cette journée internationale qui lui est dédiée. En Guadeloupe, la langue a même été mise en avant depuis le début du mois avec Créole en mouvement. Les actions se sont multipliées sur l'ensemble de notre archipel. Cet après-midi au Centre culturel Rémi Ninsouta à Pointe-à-Pitre, les Timounes ont eu le droit à la lecture de contes en créole bien sûr. Le reportage de Patrick Curie. Écrit. Jeudi jour, c'est jour international à créole. Dans le cadre de ça, Créole en mouvement organisé la cour à Timoun. C'est ensemble alentour à conte traditionnel pour transmettre connaissances et culture à ces Timouns. Jeudi, je trouvé l'activité là bien parce que moi aimé en l'eau compte, on a écouté en l'eau compte en cas en moins et on apprécié bien. Oui, on apprend en l'eau bagaille. L'objectif là, c'est de prendre possession à créole avec 2 ou 3 idées avec jeu de mots. En fait, créole là, c'est une belle langue et c'est vrai que pour une journée internationale, il était important pour nous de mener créole dans la cour à Timoun, d'où thème aujourd'hui, c'est la cour à Timoun avec Ville-la-Pointe. L'objectif, c'est que Timoun prend temps d'écouter créole, prend temps de parler créole et de faire ton compte. Donc, nous avons une interactivité qu'a fait avec ces Timouna et avec compte là, mais aussi également moi aussi en tant que parolier. Donc, depuis quelques années, nous avons dans ce sens-là. Donc, moi, c'est les éditions d'Agmaron. Donc, nous avons fait livre, nous avons fait des pour grand monde pour livre pour Timoun, avec toujours l'esprit créole là, même si nous avons fait en français aussi. Et aujourd'hui là, c'est une journée importante pour te marquer l'événement là ça parce que nous avons un message à faire passer en sens à compte. Écrit, tant pour comprendre pour tendre. C'est Timoun là et c'est grand monde là, bon disons ton petit bitin, créole là c'est passion nous et tout bitin en Guadeloupe, Martinique, tout Antilles, c'est créole, passion nous. Et c'est également cet après-midi que s'est réuni le SPEG, le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, une réunion pour mettre en place des outils pédagogiques afin de continuer à enseigner la langue créole dès le plus jeune âge. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Créole, c'est langue en nous, c'est kilti en nous. Le 28 octobre, nous qu'a glorifié créole. C'est pour ça le SMEG profite du jour là ça pour anti-sembler à l'entour créole. Pour battre tout enseignant les outils pédagogiques pour continuer à avancer dans la réelle à créole là. Eh bien, aujourd'hui là, nous avons célébré créole. Nous savons que jeudi 28 octobre, c'est journée internationale à créole. J'espère que toujours l'habitude de faire organisation, dès là nous avons fait des assemblées, dès là nous avons présenté G, dès là nous avons présenté manger, nous avons présenté toutes sortes de bitins le 28. Aujourd'hui là, nous décidons que nous avons la réelle pour dire effectivement créole va dans 4 chemins en dit dans l'école là. Et pour nous comprendre ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc nous avons présenté plusieurs, au moins 6 séquences pédagogiques. Nous avons des collègues, des camarades d'enseignants qui sont venus et qui viennent présenter nous ce qu'ils ont fait avec les élèves en l'école là. Donc ça qui permet nous de débattre et de vrai effectivement si ça qu'ils ont fait là, c'est comme ça aussi depuis dans les années 70, nous avons commencé à lutter pour que les créoles rentrent dans l'école là. Effectivement, est-ce que nous avons même la règle là ça et est-ce que nous allons dans la bonne direction là? Objectif à yo, c'est d'aller mettre l'école tous les outils pédagogiques pour apprendre écrit et puis parler créole depuis tout petit. On va parler environnement maintenant. Filtrer les eaux usées par les plantes, c'est la technique utilisée par la station d'assainissement installée à l'école des Mangles à Petit Canal. Une première en Guadeloupe. Ce projet a été initié par la communauté d'agglomération du Nord Grand Air. Les précisions sur ce projet avec Muriel Barlagne.
Elle fonctionne avec des bactéries et des plantes. La station d'épuration par filtres plantés végétaux de la nouvelle école Félicité Collinet des Mangles à Petit Canal est opérationnelle. Une solution innovante et écologique pour assainir les eaux usées. Une première en Guadeloupe. Elle est constituée de 2 bassins de 50 mètres carrés remplis de gravier qui vont permettre aux bactéries de se développer. Ce sont elles qui feront le travail d'épuration, aidées par l'action mécanique des plantes. L'eau qui arrive ruisselle le long de ce bassin filtrant et justement permettent au contact des bactéries, aux bactéries de schématiquement manger la pollution et de façon à ce qu'on puisse avoir l'eau épurée qui sort en sortie de station. La particularité du système fil planté de végétaux, c'est qu'on a des plantes. Donc sur la station de Petit Canal, on aura des héliconias, donc ce qu'on appelle les oiseaux du paradis, qui grâce à l'action mécanique, donc le fait que la plante bouge avec le vent, permettent à l'eau de ruisseler plus facilement le long du bassin filtrant. Les travaux ont débuté en août 2015. C'est la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre qui a porté le projet. Ce matin, elle a organisé un comité de pilotage sur le site de Duval pour présenter le dispositif. Il entre lui-même dans le cadre du projet Attentive, projet d'assainissement des eaux usées adapté au contexte tropical par traitement extensif utilisant des végétaux. Il est piloté par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Cet ouvrage a coûté près de 170 000 euros, donc je n'ai pas le montant exact, près de 170 000 euros, et a été porté par la CNGT, puisqu'il fallait qu'effectivement que l'école des Mangles de Petit Canal ouvre ses portes après les vacances de la Toussaint. Alors c'est vrai, la commune de Petit Canal a mis à disposition la CNGT le terrain, et nous, CNGT, nous avons sollicité une subvention de l'Office de l'eau. En France, les stations d'épuration utilisant des procédés naturels se multiplient. On en compterait plus de 3500 au format classique. Pour les DOM, elles sont adaptées au milieu tropical. En choisissant d'en installer sur leur territoire, les villes participent à la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Au chapitre économie, la défiscalisation outre-mer est prolongée jusqu'à fin 2020, annonce hier soir de la ministre des Outre-mer Georges Paul-Langevin. Elle était auditionnée en commission élargie du projet de loi de finances 2016 à l'Assemblée nationale. On fait le point tout de suite sur cette annonce avec Karine Gielman. Encourager le secteur du logement social malgré une satisfaction affichée à l'annonce de la prolongation de la défiscalisation jusqu'en 2020 au lieu de 2017 en Outre-mer, le président de la région Guadeloupe est revenu sur les écarts entre les communes ainsi que sur le logement locatif. Moi, chez moi en Guadeloupe, j'ai 1453 logements de bloqués ou qui attendent des agréments. Si la SIG ne devait pas voir son agrément attribué, il perd au moins 12 millions d'euros. Et c'est bloqué sur 2013, c'est bloqué sur 2014. Il y a une seule personne qui s'occupe de ça à la DRFIP. Et donc, je crois qu'il y a quelques efforts à faire. Je crois que quelques engagements avaient été pris, et je m'arrête là, que tout ça soit réglé en réunion interministérielle d'ici la fin de ce mois. Un point sur lequel la ministre est revenue en proposant une simplification des investissements. Nous savons que l'utilisation de l'aide fiscale à l'investissement pour la construction d'immeubles destinés à du prêt locatif social est fait l'objet d'une difficulté, puisqu'il y a cette obligation de financement par subvention LBU pour ce type d'opération, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Donc, au congrès de l'USH, nous avons indiqué que nous allions réunir un groupe de travail pour faire des propositions d'amélioration et de simplification de la liste des pièces nécessaires pour compléter les dossiers de défiscalisation. Au cours de cette commission élargie, la ministre est d'ailleurs revenue à plusieurs reprises sur la lourdeur administrative, les aides non utilisées au vu de la complexité des démarches. Et concernant les exonérations de charges sociales qui avaient tant suscité la polémique chez les entreprises ultramarines, Georges Paul-Langevin a apporté sa justification hier. On l'écoute. On a poursuivi la rationalisation des exonérations en les recentrant sur les bas salaires. Et là-dessus, j'entends bien que ça fait sans doute pour les entreprises, ce n'est pas forcément ce qu'elles attendaient, mais nous nous sommes appuyés sur les rapports existants
sur les corps d'inspection et de la Cour des comptes qui montrent bien que l'effet incitatif de la baisse des charges s'estompe avec l'élévation du salaire. Donc, c'est le fait de supprimer ou de diminuer les charges sociales est surtout efficace quand il s'agit de salaires modestes jusqu'à environ 2 SMIC. À partir de 3 SMIC, ça n'a plus aucun effet puisque les chefs d'entreprise, ils cherchent d'abord une compétence. Et par conséquent, s'ils cherchent une compétence ou une qualification, eh bien, ils sont prêts à mettre les moyens nécessaires pour cela. Et la transition est toute trouvée pour parler maintenant de commerce et plutôt du e-commerce, le commerce en ligne qui fait de plus en plus d'ombre aux petits commerçants. Ces derniers préfèrent agir de manière frontale. Le reportage de Karine Gielman. Un marché nouveau mais un secteur d'avenir en Guadeloupe. L'e-commerce ou la vente sur Internet de produits est déjà bien ancré, bien qu'il manque parfois de visibilité, voire de structuration. Quand un site à moins de 5 000 €, c'est comme si on disait bon, je veux faire un petit bâtiment où j'achète quelque chose, mais ça ne va pas aller bien loin. Parce que trop souvent, au niveau de l'investissement du e-commerce, il y a un prorata, c'est-à-dire que si je lève X euros, les plateformes qui marchent, ils ont levé très souvent plus de 200 000 €. Avec le e-commerce, on atteint le monde. Mais il faut savoir quoi vendre et comment le vendre. Les petits commerçants ont le flair et craignent déjà pour leur survie. Oui, ça me touche énormément parce qu'avant, jusqu'à vous en s'est posé la question, comment c'est-il que l'État n'a pas encore mis un veto dessus par rapport à ça, parce que ça, par rapport à, les gens disent que c'est moins cher sur Internet. Certes, je l'avoue, c'est moins cher. Mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas oublier que nous, on a Internet, ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont rien. Et nous, dans les magasins, on a pas mal d'employés, on a le local, il faut payer, on a les salariés, tout ça. Ça nous nuit énormément même, énormément. Le e-commerce n'est pas fermé aux petits commerçants, bien au contraire, une passerelle est possible. Si on veut rester sur son territoire, vendre des vêtements, etc., il faut peut-être coupler des stratégies et se faire accompagner. Et ça, les commerçants, effectivement, qui ne sont pas sur Internet, ils disparaîtront. Ça, c'est inévitable et ils ont raison de le dire. Les petits commerçants sont pourtant très réticents et leur stratégie pour faire face à l'évolution du e-commerce est plutôt frontale. Nous commerçants, on se parle, on se dit que Internet est en train de nous casser. Et si on fait pas attention et si on crie pas, si on fait pas monter ça jusqu'aux hommes politiques pour voir s'ils peuvent mettre un veto dessus, il faut voir dans 5 à 10 ans, il n'y aura plus de commerçants. Il n'y aura plus de commerçants. Ça sera galère pour les jeunes qui arrivent et nous on peut plus de boulot, quoi. L'e-commerce versus petits commerçants, 2 univers qui cohabitent encore alors que de nouveaux modèles économiques sont en cours de création. Et vous, que pensez-vous du e-commerce? C'est la question que Karine Gielman vous a posée cet après-midi. Je préfère acheter sur Internet. Il y a plus d'accès, plus de choix et on peut prendre son temps, on n'est pas bousculé. Voilà. Moi, perso, sur Internet. Pourquoi? C'est plus moins cher et la livraison, c'est en 2 jours, ça dépend. Et personnellement, je préfère acheter en magasin parce qu'on voit ce qu'on achète, on peut essayer, on peut toucher au lieu de commander à l'aveuglette. Mais je ne peux pas faire l'Internet. Je ne sais pas faire l'Internet. Je vais servir avec l'Internet. Il y a Colissimo, ça arrive par exemple, ils disent en 1 semaine, c'est déjà arrivé. C'est parfait. Et c'est pas plus cher? Non, c'est pas plus cher. Parce qu'il y a la livraison gratuite. On va parler maintenant d'actualité sociale avec le barreau de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui étaient réunis en assemblée générale aujourd'hui en fin d'après-midi. Les avocats ont voté la suspension de la grève, une grève qui a débuté il y a maintenant 3 semaines pour protester contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, un accord a été trouvé avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Malgré tout, les avocats guadeloupéens restent vigilants, comme l'a expliqué d'ailleurs maître Ernest Daninte devant la caméra de Muriel Barlagne. Nous avons obtenu satisfaction provisoire, en tout cas pour l'année 2012, parce que les unités de valeur qui vont permettre de calculer la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle vont être revalorisées. Alors nous allons rester vigilants parce que le projet de loi ayant été voté en première lecture par l'Assemblée nationale, il conviendra que le gouvernement modifie sa copie et de sorte que nous restons vigilants parce que la messe n'est pas encore dite. Tant que le Parlement n'aura pas rectifié, n'aura pas modifié, n'aura pas supprimé
violer cet article 15 de la loi de finances, eh bien, nous ne serons pas encore rassurés. Et toujours dans l'actualité sociale, les salariés de la station Total à Vieux-Bourg aux Abîmes sont en grève. La raison, une des leurs a été licenciée pour faute grave, un licenciement qu'ils estiment abusif. Si leur collègue n'est pas réintégré, le mouvement pourrait s'étendre prochainement à d'autres stations. On en vient maintenant à l'actualité dans la Caraïbe. Ce soir, Muriel Barlagne nous emmène aux Bahamas, à Saint Kitts et Nevis, où les Chinois investissent l'archipel. Il sera également de tourisme en Colombie. Voici la Minute Caraïbe. Bahamas, le Premier ministre Perry Christie a déclaré être extrêmement confiant quant à la poursuite des travaux du méga resort Bahamar, un projet touristique pharaonique de 3,5 milliards de dollars, financé en grande partie par une banque d'import-export chinoise. Mais il manquerait aujourd'hui 400 millions de dollars pour terminer les travaux. Le Premier ministre bahaméen s'est dit prêt à éponger 50% du déficit dans ce méga hôtel qui sera un petit Las Vegas caribéen avec plus de 2000 chambres et 5000 emplois directs attendus. Saint Kitts et Nevis, où les investisseurs chinois sont là aussi appelés à investir, vivre et travailler dans l'archipel. C'est le Premier ministre kittitien lui-même, lors de son allocution au sommet Asie-Citoyenneté à Singapour, qui a fait cette offre devant un parterre d'investisseurs asiatiques. Timothy Harris a présenté les nombreuses mesures mises en place par son gouvernement pour faciliter les investissements internationaux. Colombie, le tourisme grand gagnant de la paix. Déchirée depuis plus d'un demi-siècle, la Colombie entrevoit enfin la paix, maintenant que le gouvernement et la guérilla des FARC ont enterré la hache de guerre. La fin des conflits constitue une bonne nouvelle pour les investisseurs et va permettre à Bogota de peaufiner davantage son image de pays émergent. Les effets des accords de paix pourraient assez vite se traduire par un coup de pouce au tourisme. L'image de la Colombie va s'améliorer rapidement. Or, ce pays dispose de tous les atouts nécessaires pour que s'y développe le tourisme, informe le vice-premier ministre German Vargas Lleras. Une enveloppe globale de 25 milliards de dollars doit être investie sur plusieurs années pour reconstruire le pays. Et nous allons parler culture à présent avec notre invité. Rebonsoir Thierry Létang. Alors le Memorial Act va accueillir dans 2 jours sa 2e exposition temporaire. Ça s'appelle D'Arboussier au cœur des migrations. Que va-t-on précisément retrouver dans cette exposition ? Oui, donc du 30 octobre au 21 novembre, une exposition d'arboussier au cœur des migrations. Alors on va retrouver d'abord l'usine. Il y a 2 volets finalement dans cette exposition. Oui, 2 volets. D'abord le volet de l'usine, qui d'Arboussier était une usine, c'était même la plus grande usine de Guadeloupe et de toutes les petites Antilles, qui a vu le jour, qui a fonctionné durant 111 ans, de façon en continu, et qui était véritablement une institution pointoise. Et qui a vu, alors le siècle d'Arboussier, c'est également le siècle des grandes migrations, car après l'abolition de l'esclavage, les planteurs vont manquer de main-d'œuvre pour travailler la canne à sucre, et pour se faire ce travail, vont importer des centaines, des milliers de gens qui viendront donc de toutes les parties du monde, principalement d'Inde, mais également de Chine, du Vietnam, du Japon, d'Afrique, pour pouvoir travailler donc dans ces grandes usines centrales qui vont commencer à émerger, car c'est l'époque de la révolution industrielle, et tout cela va fonder la Guadeloupe contemporaine. Alors on va retrouver des portraits, des témoignages, j'imagine, dans cette exposition. Oui, des portraits, d'abord les acteurs même parce que de l'histoire de l'usine, en parlant d'Ernest Souk, qui est le fondateur, et d'un grand industriel français qui s'appelle Jean-François Caille, qui à cette époque maîtrise la haute technologie cannière, et qui va vouloir l'installer en Guadeloupe dans une usine qui est à proximité d'un port, des voies d'accès et de départ également du sucre. Donc c'est toute cette histoire-là qui, en réalité, est notre histoire. Alors, qui sera une exposition vivante, puisqu'on va y retrouver des témoignages d'anciens ouvriers de l'usine, mais également les témoignages, des interviews des descendants de ces migrants qui viennent de toutes les parties du monde. Alors, il y a le côté exposition, et puis il y a le côté aussi conférence, puisqu'il y aura 6 conférences. Qui vont généralement le vendredi, à partir de 18h45 au Mémorial. Alors, nous aurons des conférenciers, Gérard Lafleur, Raymond Boutin, Antoine Baumann-Saïb, Céline Fleury, qui vont
chacun intervenir sur un aspect de ces migrations. Alors, on va nous parler d'Afrique. Un exemple, par exemple un exemple, Gérard Lafleur, qui va être le premier, va nous parler des migrations, des migrants d'origine syro-libanaise. Céline Fleury va nous parler de ce fameux Congo, des Africains qui vont arriver. Bouman Saïb va nous parler de la religiosité indienne. Et Raymond Boutin va nous parler des Japonais qui vont arriver en Guadeloupe. Alors, on rappelle, cette exposition démarre donc dans 2 jours et va durer un petit peu moins d'1 mois, 3 semaines. Disons 3 semaines, donc du vendredi 30 octobre au samedi 21 novembre. Alors, 3 bonnes semaines au Memorial Act, sur le site même de l'ancienne usine d'Arboussier. Une dernière question, Thierry Letton. Le Memorial Act qui va également clôturer Créole en mouvement, puisqu'il va se dérouler un événement le 31 octobre. Oui, pratiquement là, Cisé. Alors, donc, samedi au soir, ce samedi même, 31, à partir de 19h, c'est gratuit, c'est sur le parvis, la place de commémoration du mémorial, et on va y retrouver des conteurs venus d'Haïti, bien sûr de Guadeloupe, mais également de Sainte-Lucie, et des groupes musicaux, Simbi Roots d'Haïti, mais il y a également Femme Kika de Guadeloupe. Alors, chacun doit venir avec son petit banc. Et puis, on va voir un film également de Dimitri Zandronis, qui est un film sur les contes. Merci Thierry Letton d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le chef de projet culturel et scientifique du Memorial Act. On va parler de sport maintenant avec du football, puisque les clubs ultramarins, ça y est, connaissent leurs adversaires pour le 7e tour de la Coupe de France. Parmi eux, le CSM, le club sportif moulien, devra se déplacer en Alsace pour affronter le club de CFA de Mulhouse. De son côté, l'Étoile de Morne-à-l'Eau recevra le Maccabi Paris-Uja, un club de CFA 2. Le reportage de Richard Scott-Tamar. L'UGA Maccabi de Paris, un club de CFA 2, affrontera l'Étoile de Morne-à-l'Eau au 7e tour de la Coupe de France au Stade des Abîmes. Un adversaire a priori à la portée des Mornaliens, habitués à cette compétition. C'est un tirage favorable. Ce n'est pas parce que c'est la CFA 2 que c'est pas une bonne équipe. Donc là, on va se préparer, on va se renseigner sur l'équipe et regarder de quelle façon ils jouent, les joueurs clés, leur façon de jouer, leurs points forts, leurs points faibles, pour pouvoir les contrer. Le CSM, lui, devra se déplacer à Mulhouse, en Alsace, pour y affronter le FC Mulhouse, un club qui jadis évoluait en Ligue 1, mais aujourd'hui en CFA. L'entraîneur mulhousien aurait préféré se déplacer. Et ces matchs se dérouleront le week-end du 14 novembre. Sport toujours avec de la voile. Dans 2 jours, la Solidaire guadeloupéenne prendra le départ à la Marina du Gosier. Il s'agit de la première édition du rallye handi valide. Chaque bateau devra embarquer une ou plusieurs personnes porteuses de handicap. Éric Pommier a suivi les préparatifs d'un équipage, son reportage. Serge de Souza a déjà le regard concentré sur une initiative qui lui tient à cœur, faire naviguer en compétition des personnes porteuses de handicap. Une première en Guadeloupe, ce passionné par cette action entend faire tomber les barrières du handicap qui vous empêchent soi-disant toute activité physique. Eh bien, disons que comme citoyen, les personnes handicapées ont le droit de faire le sport qu'elles veulent. Et à mon avis, il faut que le monde valide puisse adapter les sports pour pouvoir permettre aux personnes handies à participer. Donc c'est pour ça que sur des bateaux habitables, c'est possible. Actuellement, il n'y a pas trop de bateaux équipés pour recevoir des personnes handies, mais en fonction du handicap, on peut naviguer et participer un peu aux manœuvres, à certaines manœuvres sans problème, barrer, tirer sur des bouts, etc. Et avec un petit esprit de compétition au début. Serge est lui-même porteur de handicap et la mer, il en a fait sa passion depuis l'âge de 13 ans. À son carnet de bord figurent des compétitions et non des moindres. Il a participé à beaucoup de régates en handi-voile. Le NEC Plus Ultra, son engagement au mini-J en championnat de France. Pas moins de 80 bateaux y sont régulièrement engagés. Alors, pour ce marin, pourquoi ne pas faire profiter de son expérience ? À l'horizon se prépare la Solidaire qui ouvre la saison de voile habitable en Guadeloupe du 30 octobre au 1er novembre. Opportunité rêvée pour que son aventure handi-voile lève l'ancre, ainsi faire des heureux. Disons que ça a été très bien perçu, les gens sont très intéressés par cette action, par cet événement. On recherche encore un peu des bateaux, si jamais il y a possibilité d'en avoir un petit peu plus, ça serait bien. Et donc c'est une première, donc une nouveauté.
tout le monde est très intéressé, aussi bien des personnes handicapées que des personnes valides. Serge de Souza n'a pas encore levé les voiles pour cette fameuse solidaire organisée par la Triskel dans 3 jours, qu'il entend déjà faire de cette action une initiative pérenne. Le marin prévoit en effet que chaque année les handis puissent comme les valides prendre le large, en compétition s'il vous plaît. Seule condition, trouver les fonds pour s'équiper de bateaux, bien sûr, adaptés à tout type de handicap pour naviguer en toute sécurité et surtout en toute liberté. Et rendez-vous donc le 30 octobre à la Marina du Gosier pour le départ de cette solidaire guadeloupéenne. Avant de se quitter, on va regarder comme tous les soirs la couleur du ciel pour demain matin. C'est un temps assez mitigé avec tout de même de belles éclaircies qui seront accompagnées de passages nuageux, notamment sur la Grande Terre. Les températures seront comprises au réveil entre 27 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Vous retrouverez ensuite E égale M6 ainsi que le meilleur pâtissier. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Je vous rappelle également que l'actualité continue sur notre site le www.alizé.com. Bien bonsoir et à demain.